Today, the visit takes a little longer than we expected. Good morning and welcome to the third edition of WNE World Nuclear Exhibition. It's a pleasure to have you here at the Paris Nord Villepinte exhibition area. We shall have a special welcome in a couple of minutes for Mr. Yukiya Amano, Director General of the International International Agency for Atomic Energy, and for Mr. Bruno Le Maire, Minister of Economy and Finance of France. WNE opens hardly 1 month after the 9th Clean Energy Ministerials in Copenhagen. A major initiative in favor of civil nuclear energy was launched there by the USA, Canada, and Japan. This initiative bears the name of NICE Future, which stands for Nuclear Innovation, Clean Energy Future. Our industry welcomes the long-awaited intention to reinforce nuclear's role in the clean energies that we need to combat CO2. Already 7 countries joined: UK, Poland, Romania, Russia, South Africa, United Arab Emirates, and Argentina. Let us hope that the European political support will soon join this new era. WNE is in the footsteps of NICE, as our industry is entering a new era to gain in competitiveness, safety, and sustainability. And this is exactly our banner for WNE 2018, Nuclear Excellence, a New Era. A banner that all exhibitors will have at heart to illustrate on their booth, in the panel discussions as well, in the workshops, in the lunch debates, in the guided tours, in all the meetings that you can have with them. So, dear visitors, better be prepared for long and thrilling days. My advice, you should stay 3 days. So a new era, first with a new generation of reactors. After years of criticism in the media, the first generation 3 models are close to be connected to the grid. Fuel loading is completed at the EPR in Taishan, close to be at the AP1000 in Shanmen. It comes after the commercial operation in February 2017 of the first VVER 1200 in Russia, and should be followed in the next years by the APA 1400 in the UAE. All the technology providers of these designs are exhibiting here. They wait for your visit, and why not for your orders. A new era also with the programmed arrival of the first SMRs, with the development of advanced reactors, Generation 4 and beyond. WNE has organized 2 lunch debates on Wednesday and Thursday on these subjects. And afterwards, the participants will be invited to network with the panelists, with the speakers, for informal question and answer sessions. See the welcome desk, by the way, if you are interested to join. A new era also with the arrival of new disruptive technologies, improving tremendously the monitoring of projects, the simulation of new techniques, spent fuel management, advances in nuclear medicine, and safety in general. All these new technologies are geared to help reinforcing public acceptance. WNE 2018 will put the spotlight especially on digitalization and D&D with dedicated guided tours. And also we decided this year to open up to investors. We invited them to meet the exhibitors in search of financing on Thursday, so you will see some people around with possibilities of investing. Business is definitely the key word at WNE. It is time for me now to wish you a fabulous WNE experience. I should leave the floor, but I'm still waiting for the Minister and Mr. Amano to join. They should be here in a couple of minutes. Please, when they arrive, we shall give an applause to Mr. Amano and Mr. Le Maire, and I will leave the floor to the Minister. Thank you very much for being with us.
Ladies and gentlemen, welcome to Mr. Bruno Le Maire, Minister of Economy and Finance, and to Mr. Yukiya Amano, Director General of the IAEA. Monsieur Le Maire, the floor is yours. Monsieur le Directeur général de l'AIEA, Monsieur le Président Kottmann, Mesdames, Messieurs, d'abord pardon pour mon retard, mais il se trouve que j'ai voulu prendre tout mon temps pour voir l'ensemble des champions de la filière nucléaire française. Bon, d'abord, toutes les PME qui travaillent dans cette filière et qui, je le rappelle, représentent à elles seules plus de 150 000 emplois présents sur tous les territoires, et voir aussi, évidemment, nos grands champions industriels, EDF, je salue son président Jean-Bernard Lévy, Orano, je salue son président Philippe Varin, et puis d'autres grandes entreprises qui font notre fierté nationale. Je pense à Framatome, où je me suis arrêté tout à l'heure. Je voudrais également saluer le CEA, j'en viens tout juste, le commissariat à l'énergie atomique, qui est beaucoup plus d'ailleurs que la filière nucléaire, qui est un ensemble de compétences dans les technologies de pointe, dans les nanotechnologies, dans l'électronique, la filière nucléaire elle-même, évidemment, qui font la fierté de la nation française. Je voudrais vous dire à quel point cette filière nucléaire est importante pour la France. Elle est importante du point de vue industriel, puisque c'est, je le rappelle, la troisième filière industrielle française. Elle représente 220 000 emplois directs. Des emplois hautement qualifiés, des compétences qui nous sont enviées partout à travers la planète, et un chiffre d'affaires de 50 milliards d'euros, dont 22% à l'exportation. C'est une filière dans laquelle la puissance publique a énormément investi, notamment ces dernières années, aux côtés des autres partenaires industriels. Près de 10 milliards d'euros ont été investis dans la filière nucléaire au cours des dernières années. Je crois que c'est le signe de confiance de l'État, quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques, à l'égard de cette filière nucléaire. Nos grands industriels ont, de ce point de vue, une responsabilité importante. Être à la hauteur des investissements qui ont été faits par l'État dans la filière nucléaire. L'État a soutenu la filière nucléaire, l'État a recapitalisé Areva lorsque c'était nécessaire, à la filière nucléaire de son côté de répondre aux attentes qui ont été placées en elle. Les choses, de ce point de vue-là, sont en bonne voie sur certains grands chantiers en cours. Je pense en particulier au chantier de Taishan en Chine, dont me parlait Jean-Bernard Lévy tout à l'heure, le chantier finlandais, qui arrive enfin à son aboutissement. Il y a eu des difficultés, des retards, on le sait, qui ne sont pas rares dans de tels chantiers industriels, mais je crois que toutes les leçons doivent en être tirées pour les prochains chantiers, notamment le grand chantier d'Hinkley Point. Cette filière nucléaire, elle est également indispensable pour l'économie même du pays, pour la compétitivité de la France. Je rappelle que chaque mégawatt nucléaire produit par les centrales existantes coûte pour le moment encore 2 à 4 fois moins cher que ce qui peut être produit par d'autres types d'énergie. C'est un avantage considérable, à la fois pour notre économie en termes de compétitivité et évidemment pour les consommateurs français, puisque je le rappelle que l'électricité en France coûte pour un consommateur particulier 40% moins cher qu'en Allemagne, notre principal partenaire économique. C'est donc un atout
Et c'est donc un atout qu'il faut savoir préserver parce que la compétitivité de notre économie est à ce prix. Alors je connais bien entendu les débats récurrents que nous aimons en France sur la part respective du nucléaire et des énergies renouvelables. Je voudrais vous dire à quel point il me paraît vain d'opposer l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. Je voudrais vous dire à quel point la France est un pays d'équilibre. Nous sommes un pays tempéré. J'apprenais au primaire, ce qu'on continue, je pense, à apprendre au primaire en France. La France est un pays à climat tempéré. Et c'est vrai aussi dans les caractères, c'est vrai aussi, je l'espère, dans nos politiques. Et le climat tempéré, c'est l'équilibre qui doit se trouver entre l'énergie nucléaire et les énergies renouvelables. N'opposons pas l'une aux autres. C'est parce que nous avons une énergie nucléaire solide, compétitive, performante, avec des technologies et des savoir-faire qui sont exceptionnels, uniques au monde, que nous avons toutes les capacités pour développer rapidement les énergies renouvelables. Et la ligne qui a été fixée par le président de la République est très claire. Nous nous appuyons sur le nucléaire qui garantit la compétitivité de notre économie et nous développons à une vitesse la plus rapide possible les énergies renouvelables dans notre pays. Je voudrais aussi rappeler quelques chiffres sur la production d'électricité et sur cette énergie nucléaire. La production d'électricité en France ne représente que 4% de nos émissions de gaz à effet de serre. Si par conséquent, et c'est le choix du président de la République, nous voulons faire face à l'urgence climatique, il faut donc investir massivement dans les énergies qui émettent faiblement, qui n'émettent pas du tout, dans tous les autres secteurs qui représentent les 96% restants. Je pense au transport, au chauffage des bâtiments, à l'industrie ou à l'agriculture. Il est indispensable également de développer de nouveaux usages de l'électricité, par exemple par l'usage de voitures électriques dont nous souhaitons la multiplication par 5 d'ici 2022, ou encore par l'utilisation de pompes à chaleur. Pour répondre à ces nouveaux besoins, il faudra donc investir à la fois dans de nouveaux moyens de production d'électricité renouvelable, mais aussi de manière beaucoup plus importante qu'aujourd'hui, dans la chaleur renouvelable, dans la mobilité propre et évidemment dans les économies d'énergie. Je plaide donc pour que nos investissements soient bien répartis en la matière, pour que chaque euro d'argent public dépensé soit le plus efficace possible. Et pour vous donner là aussi un exemple précis, le coût pour supprimer une tonne de CO2 dans le chauffage des bâtiments est aujourd'hui 5 à 10 fois moins important que le coût pour supprimer une tonne de CO2 dans le domaine de la production d'électricité. C'est bien la preuve qu'il faut en tirer les conséquences de notre politique d'investissement et investir massivement sur cette question du chauffage, autant que nous le pouvons le faire dans le domaine de la production d'électricité. Je connais vos interrogations, à vous tous les acteurs de la filière nucléaire, sur l'avenir du nucléaire. Et je veux vous dire que j'ai vu dans les allées de ce salon, comme dans les déplacements nombreux que j'ai faits en France, les technologies d'avenir qui sont dans la filière nucléaire. Qu'il s'agisse de nouvelles technologies qui sont mises en place pour la construction, pour la maintenance, pour le démantèlement, pour la construction de petits réacteurs modulaires qui sont susceptibles de fournir des avantages en termes de sûreté et de coût, la filière nucléaire fait appel à des technologies de pointe et dispose de savoir-faire exceptionnels. Je redis que cette diversification du mix français doit permettre d'accélérer dans les énergies renouvelables sans pour autant affaiblir notre filière nucléaire. Et quand je vois les choix qui sont faits par nos grandes entreprises, au premier rang desquelles EDF, qui développe massivement l'énergie solaire, je crois que c'est la meilleure preuve
de la complémentarité qui existe entre le développement du renouvelable et la filière nucléaire. N'ayez aucun doute. Le nucléaire restera essentiel à long terme pour garantir la sécurité d'approvisionnement de notre pays, la compétitivité de notre pays et l'indépendance énergétique de la nation française. On peut à la fois, et c'est mon cas, être fier de la filière nucléaire française, de ses compétences, de ses savoir-faire, de ses technologies, et être extraordinairement volontariste en matière de développement de l'énergie renouvelable. Je pense que les deux sont parfaitement compatibles. Et au-delà des exemples que je vous ai donnés sur le développement des énergies renouvelables, au-delà des exemples de technologies que je vous ai donnés dans le secteur nucléaire, je voudrais vous dire à quel point nous sommes soucieux, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, de cet équilibre entre la filière nucléaire et le développement du renouvelable. Je voudrais vous dire à quel point nous sommes soucieux que la France reste le grand pays d'innovation et de savoir-faire technologique qu'elle a toujours été. Nous avons, avec Édouard Philippe, le Premier ministre, annoncé il y a quelques jours la manière dont fonctionnerait le Fonds pour l'investissement dans l'innovation. La France est le premier pays en Europe à se doter d'un fonds de cette importance, 10 milliards d'euros, 200 à 300 millions d'euros annuels de disponibles pour investir dans l'innovation et notamment dans les innovations de rupture. Sur 10 ans, c'est 2 à 3 milliards d'euros qui vont être disponibles. Une partie pourra servir notamment à cette question clé du stockage des énergies renouvelables qui doivent rendre les énergies renouvelables toujours plus compétitives. On peut à la fois croire dans l'avenir du nucléaire, être fier de la filière nucléaire française, de ce qu'elle nous apporte en compétitivité, en savoir-faire et en technologie, et être capable d'investir massivement dans la question des technologies de rupture pour que la France, et je l'espère, avec ses grands partenaires européens, soit demain le premier pays et le premier continent à maîtriser le stockage des énergies renouvelables. Contre ceux qui veulent opposer une filière à une autre, je vous propose que nous retrouvions une ambition collective qui rassemble le nucléaire et les énergies renouvelables. Autour de cette idée simple, la France est un pays d'avenir, un pays de technologie de pointe, un pays de savoir-faire exceptionnel. Elle peut parfaitement continuer à les développer dans les deux domaines. Je vous remercie. Ladies and gentlemen, it is now a pleasure and an honor to welcome Mr. Yukiya Amano, Director General of the International Atomic Energy Agency, for his keynote speech. Mr. Amano, please, would you kindly join me on the stage? Please welcome Mr. Amano. Good morning, ladies and gentlemen. I am very pleased to speak at the opening of the 2018 World Nuclear Exhibition. This is a very important event in the nuclear calendar. I look forward to having a tour of the exhibition later this morning. I have already seen a lot and it was really very impressive. Chaque année, je me rends dans une vingtaine de pays dont une grande partie sont en développement et je suis toujours frappé de voir l'intérêt croissant que suscite au plus haut niveau gouvernemental l'utilisation de la science et la technologie nucléaire, y compris l'électronucléaire,
au service du développement. De fait, l'AEA aide les pays à mettre directement à profit la science et la technologie nucléaire pour au moins 9 des 17 objectifs de développement durable, en particulier ceux qui visent à éliminer la faim, à améliorer la santé humaine et à élargir l'accès à une eau propre et bien sûr à l'énergie. L'énergie est un instrument indispensable du développement. Il nous faudra considérablement accroître l'approvisionnement en énergie dans les décennies à venir si l'on souhaite soutenir la croissance économique et sortir plus de 2 milliards d'habitants de la pauvreté énergétique dans les pays en développement. L'énergie d'origine nucléaire peut nous aider à relever 2 défis à la fois: assurer un approvisionnement stable en énergie et limiter les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, l'électronucléaire produit 11% de l'électricité dans le monde, mais représente près d'un tiers de la production mondiale d'électricité à faibles émissions de carbone. Comme vous le savez, vous ici réunis, les centrales nucléaires n'émettent pratiquement pas de gaz à effet de serre ni de polluants atmosphériques pendant leur exploitation et elles ne sont à l'origine que d'une très faible quantité d'émissions sur l'ensemble de leur cycle de vie. L'électronucléaire permet de réduire les émissions à dioxyde de carbone d'environ 2 gigawatts par an, soit l'équivalent de plus de 400 millions de voitures circulant sur la route. Selon moi, il va être difficile de produire de l'énergie en quantité suffisante tout en limitant à 2 degrés centigrades la hausse de la température moyenne de la planète, sans faire davantage appel à l'électronucléaire. Mesdames, Messieurs, environ 70% de l'électricité produite dans le monde est obtenue à partir de combustibles fossiles, d'après nos amis de l'Agence internationale de l'énergie, dont le siège se trouve ici à Paris. D'ici 2050, pour permettre la réalisation des objectifs liés au changement climatique, près de 80% de l'électricité devrait être produite à partir de sources à faible émission de charbon. Il est clair que des sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien et le solaire vont être amenées à jouer un rôle de plus en plus important. Cependant, ces sources d'énergie sont intermittentes et ne peuvent à elles seules répondre aux besoins des pays. On aura donc davantage besoin d'électricité d'origine nucléaire. Il y a actuellement 451 réacteurs nucléaires de puissance en exploitation dans 30 pays. 58 autres sont en cours de construction, la plupart en Asie. Aux Émirats arabes unis, la construction de premiers de 4 réacteurs de puissance est à un stade avancé. Le Bélarus prévoit de mettre en service ces 2 premiers réacteurs en 2019 et 2020. Et des travaux de construction ont débuté récemment sur les sites en Turquie,
et au Bangladesh. La capacité nucléaire installée dans le monde aujourd'hui atteint 394 gigawatts électriques, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré. 27 nouveaux réacteurs ont été raccordés au réseau depuis 2015. On prolonge actuellement la vie de certains centres au-delà de la durée autorisée à l'origine en prenant certaines mesures telles que les mises à niveau de sûreté pour rendre ces centres conformes aux nouvelles prescriptions réglementaires. L'AIEA aide les pays à mettre en commun leur expérience dans ce domaine. 14 réacteurs de puissance ont cependant été mis à l'arrêt au cours des 3 dernières années, tandis que certains pays ont décidé d'abandonner complètement l'énergie nucléaire. La production mondiale d'électricité d'origine nucléaire reste inférieure au niveau enregistré en 2010. De toute évidence, le rythme de construction de nouveaux centres nucléaires devra s'accélérer si l'on veut pouvoir répondre aux besoins énergétiques mondiaux futurs et réaliser des objectifs concernant les changements climatiques. Il est difficilement envisageable que d'autres sources d'énergie à faible émission de carbone puissent se développer suffisamment pour reprendre la relève de l'électronucléaire si le recours à celle-ci ne s'accroît pas. Ladies and gentlemen, I am hopeful that continuous improvement in reactor designs in the coming years will improve the economic attractiveness and cost-effectiveness of nuclear power and help to alleviate public concerns about issues such as safety and waste disposal. In recent years, advanced water-cooled reactors with innovative safety features from several technology providers have been commissioned or have reached the final stage of construction. This new generation of reactors could play a key role in the accelerated replacement and expansion of the global nuclear fleet. Several small reactors are also ready for near-term development. These could make nuclear power feasible for the first time on smaller grids and in remote settings, as well as for non-electrical applications. I said that I am visiting over 20 countries every year. I like to visit the site. I like to talk to the political people and engineers on the site. And in particular, in developing countries, all of them tell us, why can't we have the small and medium-sized reactors? The expectation is very high, and I learned that lots of activities, research activities are taking place in France. The needs are there, and technologies are being developed, and I see a great future for them. We are seeing also other interesting developments. First, the center of expansion in nuclear power has shifted from Europe and North America to Asia, the region where I come from. Second, I indicated briefly, developing countries are embarking on nuclear power. I became the Director General of the IAEA 9 years ago. At that time, I said, in my tenure, if I could see some
concrete development in developing countries on the nuclear power reactors, I will be very happy. But what happened is that we have organized the nuclear power conference in Abu Dhabi last year, and we saw 4 reactors, and one of them is almost completed. This is a beautiful success, and there are many others who are considering to embark on nuclear power. This should not really come as a surprise. Populous countries such as China and India need huge amounts of electricity and also want to reduce greenhouse gas emissions. Developing countries, especially in Africa, desperately need electricity if they are to achieve sustainable development. There are many countries in Africa that can have a very rapid development, but because of the lack of electricity, they are suffering from economic difficulties. There are people in Asia who do not have access to electricity, for example, in Bangladesh, and the Prime Minister strongly insists that they need electricity. Another very important development is the increased emphasis on the safety of nuclear power plants. After the Fukushima Daiichi accident in 2011, the IAEA Action Plan on Nuclear Safety made a valuable contribution to improving safety globally. Countries with nuclear power plants reassessed all aspects of safety and made improvements where necessary. IAEA safety standards were revised. When I visit countries, and when I visit the nuclear reactors, I always ask one question: what's the difference before and after Fukushima? And I always get very positive answers. In some countries, mobile generators are positioned. Not only one, but many are positioned. In some countries, intake of water, in the case of emergency, are placed high so that it is not inundated. The emergency tools are positioned near the operation room. All of them show that safety of nuclear power plants now is much stronger than before the Fukushima Daiichi accident. All of these are small things if we take one by one. But accumulation of these precautions, strengthening of safety culture, leads to the safety of nuclear power. And I have seen them everywhere in the world. Of course, the construction cost of nuclear power plants increased after the accident as more attention was paid to incorporating the most up-to-date safety features. The high cost of nuclear power plants has long been cited as an obstacle for future development. Nuclear power plants are indeed expensive to build, but once they are up and running, they are relatively inexpensive to operate throughout a life cycle of many decades. That is why we are recommending to countries. IAEA helps countries to make the nuclear power plants safe, secure, and sustainable. Making them sustainable is very, very important to make nuclear power plants economical. It is essential that most robust levels of nuclear safety, consistent with the nuclear safety standards, are in place at every nuclear power plant in the world. In many countries, public acceptance remains the most important issue to be addressed when it comes to nuclear power. Enhanced safety helps to increase public confidence in nuclear power, which was deeply shaken by the Fukushima Daiichi accident. In many countries, and many people think that technology is most important. Technology is, of course, important. Without technology, we can't construct nuclear power plants. But I would say maybe public acceptance is most important. Money is also important. And we have excellent technology providers here. So I would like to emphasize the importance of public
acceptance. It is also vitally important that nuclear and other radioactive material is properly secured so that it does not fall into the hands of terrorists and other criminals. Nuclear safety and security are national responsibility that cannot be outsourced. It is not the responsibility of the IAEA, but each country's responsibility. However, effective international cooperation is essential. The IAEA plays a key role in enabling nuclear professionals, as well as government officials and regulators from all countries to share experiences and best practices. Ladies and gentlemen, one of the reasons for public concern about nuclear power is the problem of nuclear waste. Despite some perception to the contrary, the nuclear industry has been managing waste disposal successfully for more than half a century. Dozens of facilities for low-level and intermediate-level nuclear waste are in operation throughout the world. As far as the long-term management of high-level radioactive waste and spent fuel is concerned, good practice has been made in recent years here in France, as well as in Finland and Sweden. The first deep geological repository for spent nuclear fuel is likely to become operational in Finland early in the next decade. This year, I visited the facility in France, and that was very, very impressive. I visited Onkalo facility some years ago, and they are coming to be operational in the coming years. There are progresses, and we need to recognize. Ladies and gentlemen, let me say a few words about the role of the IAEA in relation to nuclear power. It is up to each individual country to decide whether or not to include nuclear power in its energy mix. There are various countries. Some countries have a lot of hydro, and they think they don't need nuclear power. That's fine. The IAEA does not intervene in their decision-making. It's each country to decide. The IAEA does not attempt to influence the decision of sovereign states. But our job is to help countries that wish to use nuclear power to do so safely, securely, and sustainably. We establish global safety standards and security guidance. Safety standard is not legally binding. And some people say, why don't you make the safety standards legally binding? It's very difficult, and it is not that useful. Because if public acceptance is very important, why can they deviate from the international safety standard? Respecting and abiding by the international safety standard is an indispensable part to ensure the public acceptance. We provide detailed practical assistance in many areas, from energy planning to site selection, legal and regulatory matters, and technical training, all the way through the plant decommissioning. Again, this is not an obligation, but we have established a document called Milestone Document, which identifies 19 steps. If countries like to use, they follow the path, and they check their progress by themselves, they invite our experts, and compare notes. By doing that, countries can come closer to their objective to embark on nuclear power. We support research and innovation. We provide technical training and expert review missions on issues such as the safety of operating reactors and the robustness of a country's regulatory system. We also work to ensure that the expansion of nuclear power does not lead to the proliferation of nuclear weapons by implementing safeguards in 181 countries. Ladies and gentlemen, let me conclude by stating that the IAEA is committed to helping our 170 member states
across the globe to make safe and effective use of peaceful nuclear technology, including nuclear power, to improve the well-being and prosperity of their people. Thank you very much.